Tout le monde était convaincu qu'il n'y a plus de pétrole. Aujourd'hui, les réserves de pétrole ont explosé et elles continuent de croître. Parce qu'on a oublié que les réserves, c'est une notion économique, ce n'est pas une question géologique. Ça dépend de la technologie que l'on a, et la technologie évolue tout le temps. Ça dépend de la géographie, et elle évolue tout le temps aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Furfari, ingénieur, docteur en sciences appliquées, qui a travaillé 36 ans à la direction de l'énergie de la Commission européenne afin de parler de son dernier ouvrage, La vérité sur les COP, 30 ans d'illusion. Bonjour Samuel Furfari. Bonjour. Et pour commencer cet entretien, quid de la COP 30 qui s'est déroulée à Belém du 21 au 30 novembre dernier? Mais il ne s'est pas passé grand-chose, comme on s'y attendait. Déjà, le fait qu'on arrive à 30 COP et qu'il n'y ait pas grand-chose comme résultat dans toutes les autres, il fallait bien s'attendre à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de très nouveau. Mais surtout, quand les États-Unis ont décidé de boycotter cette rencontre, ça a changé fortement l'intérêt pour cette conférence. Et donc elle s'est terminée avec un communiqué de presse qui essaie de sauver la face, mais il n'y a absolument rien de neuf dans cette COP. 70 000 personnes se sont déplacées pour rien. Aucun résultat? Aucun résultat. Même l'action que voulait lancer M. Lula, de lever des fonds pour sauver des arbres dans les forêts tropicales, des arbres à grandes feuilles dans les forêts humides, il voulait lever 25 milliards de manière à ce que le privé, 25 milliards publics, et de manière à ce que le privé apporte 100 milliards. Voilà, ça s'est terminé en eau de boudin. Alors, vous suivez les politiques énergétiques et climatiques depuis des décennies. Comment votre regard a-t-il évolué sur les conférences internationales au fil des années? J'étais le responsable de ces dossiers avant la COP 1, qui a eu lieu en 1900... oh là là, quel trou. 1995, voilà, excusez-moi, en 1995. Et à l'époque, on croyait que c'était quelque chose qui était dynamique, positif, faisable. Et progressivement, on s'est engagé de plus en plus avec de la volonté, il faut le dire, avec de la croyance qu'on pouvait faire quelque chose. Et il a fallu quelques années pour se rendre compte qu'en fait, c'était beaucoup plus difficile à réaliser. Quand on est ensemble dans une conférence internationale, on peut prendre des décisions, on fait des beaux communiqués de presse, mais puis la réalité derrière est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut comprendre que, en fait, réduire les émissions de CO2 comme on le prétend dans les conférences climatiques, ça veut dire impacter l'économie fortement, puisque notre économie dépend à 86% de l'énergie fossile. Et donc, on devrait changer fortement notre système mondial pour réduire les émissions de CO2, et ça, c'est extrêmement difficile. Alors, je vais revenir sur votre titre. Donc, dans votre titre, il est écrit 30 ans d'illusion. Quelles sont pour vous les illusions majeures autour des COP? L'illusion qu'on va pouvoir, comme par enchantement, changer notre façon de vivre pour le bien, en pensant qu'on va convaincre la population, d'abord européenne et ensuite mondiale, de manière à vivre sobrement, la sobriété heureuse, qu'on appelle ça. Mais c'est vraiment une illusion, parce que l'homme a besoin de vivre, de prospérer, d'avoir une qualité de vie.
savez, si on a, nous en Europe, ce niveau de vie qu'on a grâce à l'hygiène, à la santé, à la bonne alimentation, à des maisons confortables qui nous permettent d'avoir une bonne santé, c'est parce que nous sommes dans un système qui a utilisé énormément d'énergie. Et donc l'illusion est venue du fait qu'on on a pensé qu'on allait changer tout cela en étant heureux et qu'on allait vivre petitement comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais ça ne marche pas comme ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. Non seulement en Europe, mais encore moins ailleurs en Afrique et en Asie. Mais est-ce qu'il y a d'autres illusions ou pas autour de ces COP? C'est vraiment l'illusion qu'on va changer la société. C'est ça la base. Faut remonter à l'origine des COP. Comment sont-elles nées? Les COP sont nées de la conférence de Rio de 1992, où là on a adopté la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Mais cette convention sur les changements climatiques, le sommet de la Terre de Rio, n'est pas né par hasard. Il est le résultat du rapport Brundtland, qui était un premier ministre norvégien, un rapport sur le développement durable en disant on va changer le modèle de société en faisant du développement, mais qui soit durable, c'est-à-dire qui soit vert et qui permette de ne pas trop gaspiller d'énergie, ne pas trop utiliser. Mais ce rapport Brundtland, il n'est pas né par hasard non plus. Il a été créé par cette détermination qui a été imposée par le Club de Rome en 72 de dire halte à la croissance. En 92, le Club de Rome a publié le rapport Meadow, 30 millions d'exemplaires, 30 langues, qui expliquaient au monde entier qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on va droit dans le mur et qu'on va devoir changer notre modèle de société parce qu'il manque des ressources. Et donc, vous voyez, la COP, elle n'est pas née par hasard. Elle est née parce que on a convaincu la population mondiale, du moins l'élite mondiale, que nous n'avons plus de ressources, que nous ne pouvons pas continuer à croître. Donc, il faut arrêter la croissance. En fait, les COP, c'est l'instrument pour contrôler la vie des gens, pour faire de la décroissance économique, mais également de la décroissance de la population, c'est-à-dire du malthusianisme. Réduire la richesse, c'est réduire la population, et c'est pour ça que les COP ont cet objectif toujours de dire moins de consommation, moins d'énergie, moins de population. Donc, selon vous, l'origine des COP n'est pas positive? Non, c'est vraiment une idée de réduction de la prospérité. Le Club de Rome avait carrément dit nous n'avons plus de ressources et nous devons arrêter la prospérité. Vous savez, le Club de Rome disait qu'en 72, il disait qu'en 2000, il n'y aura plus de pétrole. Moi, j'ai fait mon doctorat dans ce domaine, parce que j'y ai cru. On m'a dit, il n'y a plus de pétrole dans quelques années, donc il faut trouver des solutions de remplacement. Et j'ai fait mon doctorat dans ce domaine. C'était le sujet à la mode. Tout le monde était convaincu qu'il n'y a plus de pétrole. Aujourd'hui, les réserves de pétrole ont explosé et elles continuent de croître. Parce qu'on a oublié que les réserves, c'est une notion économique, ce n'est pas une question géologique. Ça dépend de la technologie que l'on a, et la technologie évolue tout le temps. Ça dépend de la géographie, et elle évolue tout le temps aussi. Vous voyez le nombre de nouveaux pays, et la production offshore. Et donc, le Club de Rome s'est complètement trompé en nous faisant croire qu'on doit arrêter parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, les COP, ce n'est rien d'autre. C'est l'instrument pour arrêter la prospérité. Et donc, est-ce que vous croyez au danger climatique quand même? Le changement climatique est réel. Il a toujours existé. Est-ce qu'il est maintenant plus fort? Ces changements sont plus forts parce qu'on a émis des émissions de CO2. C'est une grosse question qui est débattue. Et il y a toutes les positions. Mon professeur de chimie, celui qui m'a donné cours de chimie, il vit toujours. Et lui croit vraiment mordicus qu'il n'y a pas d'effet de serre.
Et puis le GIEC croit qu'il y a un effet de serre et qu'on va court à la catastrophe. Mais entre les deux, il y a toutes les nuances. Il y a des chercheurs qui vous donnent toutes les nuances que vous pouvez imaginer. Donc il n'y a pas une monoculture en disant il n'y a que le GIEC. Il y a beaucoup de chercheurs qui disent autre chose, et avec des nuances, mais c'est vrai que la majorité des chercheurs disent qu'il y a un impact de l'homme sur le climat. Mais le rapport numéro 1, l'annexe 1 du rapport du GIEC, ne parle pas de catastrophe imminente. Hein. Ça doit être clair. Il n'y a pas de catastrophe imminente. Il y a un changement progressif, mais pas de catastrophe. Et donc, tout ce quand on parle de catastrophe, ça, c'est quand même une position politique et non pas scientifique. Alors, je vais revenir sur vos propos précédents. Pourquoi, selon vous, ces conférences n'ont pas produit de résultats attendus, justement, en termes de réduction d'émissions? Les résultats ont été totalement absents, puisque l'objectif de la Convention des Nations Unies, c'est de réduire les émissions. Et les résultats, on les a augmentés de 65%. 65% d'augmentation. Donc c'est un échec flagrant. Pourquoi est-ce un échec? Parce que les gens ont besoin de vivre et de se développer. Et pour ça, il faut travailler. Or, en physique, le travail est la même notion que l'énergie. Du travail, c'est de l'énergie, c'est du travail, l'unité, c'est le joule. Le travail se mesure en joule, l'énergie se mesure en joule. Et donc, dire qu'on va réduire les émissions, ça veut dire qu'on va réduire l'énergie, ça veut dire qu'on réduit le travail. Si vous réduisez le travail, vous rentrez dans la misère. La société a besoin de prospérité, a besoin de travail. Et donc, toutes les COP, malgré tous les langages, tous les rapports, etc., n'ont conduit à rien parce que les gens doivent vivre, travailler. Et en plus, la population mondiale est en train de croître. Donc, si cette population croît, il faut donner plus de travail à la population. Et donc, les émissions croissent. Alors, on pourrait dire, oui, mais on peut remplacer tout ça par des énergies renouvelables. Vous savez, les énergies renouvelables ne sont pas nées comme concept avec le changement climatique. C'est à cause du Club de Rome, en 1972, que l'on a eu les chocs pétroliers, parce que tout le monde croyait qu'il n'y avait plus de pétrole, donc l'OPEP, et en particulier Muammar Kadhafi, en a profité pour faire de la politique internationale sur cette peur. On a, à partir de ce moment-là, développé des énergies alternatives. L'Union européenne a été la championne en développement d'énergies alternatives. Mais il y a 52 ans qu'on développe des énergies alternatives. Ça n'a rien à voir avec le climat. On a développé les énergies alternatives à cause des chocs pétroliers des années 70. Et malgré tout, en Europe, on est arrivé à 5% d'éolien et de solaire, mais dans le monde, c'est 3%. Les éoliennes et les panneaux solaires dans le monde, c'est 3%, après 52 années d'efforts. Et donc dire qu'on va maintenant arrêter les énergies fossiles et que tout va devenir éolien et solaire, c'est pas vrai, c'est pas possible, puisqu'on est à 3% après 52 ans. Il y aurait bien une solution, bien entendu. Pas complète, mais une solution pour limiter l'augmentation. Non pas la réduire, mais limiter l'augmentation. C'est le développement du nucléaire, qui ne produit pas de CO2. Mais les mêmes qui ont peur du climat ont peur du nucléaire et refusent le nucléaire. Donc c'est une totale contradiction. On ne veut pas d'énergie fossile, on ne veut pas de nucléaire, on ne veut que des éoliennes et du solaire. Tout ça ne marche plus. Et ce qui est quand même réconfortant, c'est qu'après 30 années, on commence à se rendre compte qu'il est temps d'arrêter ce cirque, que ça ne marche pas. Et donc vous seriez pour le développement du nucléaire, justement? Mais bien entendu, bien entendu. Et, quand j'étais étudiant, j'ai fait 2 certificats particuliers dans le domaine de l'énergie nucléaire, parce que je croyais que c'était une énergie de futur, et ce l'est toujours, bien entendu. Comment voulez-vous apporter de l'électricité à 8 milliards d'êtres humains si on n'a pas de production massive d'électricité? On ne se rend pas compte de la masse que l'on a besoin. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les ordres de grandeur.
Et on a besoin d'énormément d'électricité. Et ce ne sont pas les éoliennes et les panneaux solaires qui peuvent la fournir, c'est l'énergie nucléaire. Vous savez, ça fait mal au cœur quand même d'observer que l'Europe, qui était la championne du nucléaire dans le monde, en particulier la France, maintenant on est dépassé par les Chinois, les Coréens, les Russes. Je crois que les prochaines centrales qu'on va vendre en Europe seront des centrales chinoises. C'est insupportable de voir ça. On ne se rend pas compte, mais en géopolitique de l'énergie, les erreurs se payent sur le long terme. Et on a fait une erreur énorme de suivre le mouvement écologique en pensant qu'il fallait abandonner le nucléaire, y compris en France. Hein. On a eu 2 présidents de la République qui étaient contre le nucléaire. Alors il ne faut pas s'étonner que maintenant on a accumulé tellement de retard que les Chinois sont devant nous. Ils sont devant nous pour les éoliennes, pour le solaire, pour les trains électriques, pour les voitures électriques et pour le nucléaire. Mais est-ce que justement l'exploitation de l'énergie nucléaire ne nous exposerait pas à des nouveaux dangers écologiques? Il n'y a pas de danger avec le nucléaire. Les 2 accidents majeurs qu'il y a eu n'ont rien à voir avec le concept du nucléaire. Tchernobyl, c'est un accident du soviétisme. Oui, bien Je n'ai sûr. pas le temps d'expliquer, mais c'est le soviétisme qui a fait l'accident. Des réacteurs instables, sans confinement. Fukushima, c'est un tsunami. Ce n'est pas le réacteur qui était en cause. C'est le tsunami qui a inondé une pompe. Nous, en Europe, on n'a rien de tout ça. Et donc, on ne doit pas cesser de faire peur aux gens avec le nucléaire. Nous avons besoin du nucléaire dans le monde, pas seulement en Europe. Alors, je vais revenir sur les COP. Est-ce que vous pensez que les COP ont initialement été pensées pour échouer ou alors qu'elles ont simplement été mal conçues, mal pensées? On est parti avec de la bonne volonté. Et puis, progressivement, certains ont compris, que tout cela ne pouvait fonctionner qu'avec une intervention forte de l'État. L'intervention forte de l'État qui consiste à obliger la production d'énergie renouvelable, contraindre les économies d'énergie. Quand vous pensez qu'on ne peut plus louer une maison qui n'appartient pas à un label, à une classe d'efficacité énergétique, c'est une contrainte énorme. C'est un contrôle de la vie privée des gens. Et on a ensuite dit il faut donner des subsides pour pouvoir faire ça. Et donc là, on a ouvert vraiment tout un nouveau chantier en offrant de l'argent pour faire de la décarbonation. Et cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Il y a beaucoup d'argent qui permet à certains de tirer des profits énormes sur tous ces subsides. C'est éthiquement insupportable parce qu'on part d'un concept en disant aux gens, vous savez, on va faire améliorer l'environnement, et pour finir, ça sert à enrichir certains. Alors, peut-on parler d'immobilisme des COP? Et si oui, quel rôle jouent les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou encore l'Inde? Tout le monde a joué le jeu, surtout que dans la Convention du changement climatique, il y a ce qu'on appelle les pays d'annexe 1, qui sont les pays OCDE. Et puis il y a tous les autres. Et ceux qui avaient des contraintes, des obligations, y compris dans le cadre de l'accord de Paris, ce sont des pays de l'annexe 1, c'est-à-dire des pays qui ont des pays développés. La Chine, dont on vient de parler, est un pays très développé, et pourtant elle n'a pas de contraintes, parce qu'elle ne fait pas partie de l'annexe 1. Et donc c'est le plus grand pollueur, ou le plus grand émetteur, je n'aime pas dire que c'est un pollueur, parce que le CO2 n'est pas un polluant, le plus grand émetteur de CO2, mais il n'a pas les obligations comme les autres, parce qu'il n'est pas considéré comme un pays développé. Et donc,
l'Inde, c'est la même chose. D'autant plus que l'Inde fait valoir que par habitant, ils émettent très peu, parce que les Indiens sont relativement pauvres. Et donc, globalement, en tant que pays, c'est beaucoup, mais par individu, c'est très peu. Et donc, eux disent, écoutez, on devrait même mesurer les émissions de CO2, non pas par pays, mais par habitant, parce que nous avons très peu d'émissions par habitant. Et le troisième, dans ce groupe de grands émetteurs, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est intéressant. Au-delà de ce que Trump décide et fait, par exemple ne pas aller à la COP 30, lorsqu'il y a eu la COP de Paris, M. Obama a accepté l'accord de réduire les émissions de CO2 parce que les États-Unis avaient déjà fortement réduit ces émissions grâce au gaz de schiste. Le gaz de schiste est tellement abondant, tellement bon marché aux États-Unis que l'on remplace les centrales au charbon par des centrales au gaz de schiste. Et le gaz émet moins de CO2 que le charbon. Et donc les États-Unis diminuent leurs émissions tout simplement parce qu'ils ont du gaz de schiste. Et donc ils sont là en disant, nous on fait notre travail, on utilise du gaz de schiste et on réduit nos émissions. Et donc ces différences entre pays développés et pays en développement rendent un accord global donc, qui est tant recherché irréaliste? Pendant longtemps, les pays africains ont pensé qu'ils allaient recevoir des financements, des soutiens financiers énormes pour qu'ils puissent développer des énergies renouvelables. Progressivement, ils se sont aperçus que les grandes promesses que l'on fait à toutes les COP de donner des milliards et des milliards, ça n'arrive pas. Les États n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus distribuer comme avant. Donc il y a de moins en moins d'argent. Et puis il y a un autre aspect, c'est que les ONG écologiques ont toujours insisté sur le fait qu'il faut faire du transfert de technologie. Qu'est-ce que c'est du transfert de technologie? C'est prétendre que des sociétés qui ont développé des technologies, qui sont une propriété intellectuelle, des brevets, les donnent aux Africains. Mais ça n'existe nulle part. Une entreprise, privée ou même publique, ne va pas donner sa technologie. Bien sûr, oui. Ça n'existe pas, ça. Et donc, malgré ce slogan qui revient tout le temps, c'est un leitmotiv, transfert de technologie, mais ça ne se fait pas. Et donc, les Africains ont compris qu'ils n'auront plus d'argent et qu'il n'y aura pas de transfert de technologie. Mais eux ont besoin de croissance, ont besoin de travailler, ont besoin de richesse pour la population, d'enrichir la population, pas pour devenir riche, mais pour sortir de la misère. Et donc, ils ont commencé à dire, à partir de la COP de Sharm el-Sheikh, progressivement, et puis dans tous les autres, en disant, nous voulons prospérer, nous avons comme objectif la sécurité d'approvisionnement énergétique. C'est là notre objectif. Et d'ailleurs, le point 29 de la conclusion de la COP 28, c'est ça, l'objectif pour tous les pays, c'est la sécurité d'approvisionnement énergétique. C'est plus la décarbonation, c'est la sécurité d'approvisionnement énergétique. Et ça oblige l'Union européenne de regarder en face ce qu'elle avait promis et ce que les Africains veulent faire. Ils veulent prospérer. Si les Africains ne prospèrent pas, nous allons continuer à avoir une immigration massive. Quand la majorité des Africains n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans le monde, ils étaient chez eux, ils ignoraient qu'ailleurs c'était mieux. Avec les médias sociaux, les jeunes Africains ne peuvent pas accepter de rester dans la misère chez eux. Ils viennent chez nous. Si on était dans cette situation, on ferait la même chose. On veut mieux vivre, avoir une vie digne, une prospérité pour bien vivre. Et donc,
tant qu'on ne permettra pas à l'Afrique de se développer en utilisant de l'énergie abondante et bon marché, comme nous l'avons fait, nous, en Europe, l'immigration continuera. Si on veut arrêter l'immigration, au-delà des mesures de politique que l'on entend tout le temps, Oui. l'Afrique doit se développer. Non seulement elle doit se développer, elle va se développer. Bien entendu, les chefs d'État ne veulent pas que leur pays se vide, et ils veulent que leur population vive mieux. Dans le livre sur énergie et mensonges d'État, j'ai donné des graphiques qui montrent que l'espérance de vie à la naissance dépend de la consommation d'énergie. Et le fameux critère HDI, Human Development Index, l'index de développement humain des Nations Unies, qui montre quelle est la qualité de vie, elle dépend de la consommation d'énergie par habitant. Et donc il faut admettre que l'Afrique va consommer beaucoup plus d'énergie dans le futur. Beaucoup plus d'énergie, ça veut dire, pour le nucléaire c'est trop tôt pour eux, ça veut dire plus d'énergie fossile. Beaucoup plus d'énergie fossile. Charbon, pétrole et gaz. Et donc les émissions de CO2 ne vont pas s'infléchir. Elles vont continuer à augmenter fortement. Parce que l'Afrique, et même beaucoup de pays d'Asie, doivent se développer. Et dans ce cas, comment aider l'Afrique à se développer et en fait à prospérer? Il faut leur dire que nous sommes développés grâce à l'énergie abondante et bon marché. C'était le fondement de l'Union européenne. Hein. Lorsque les six ministres des Affaires étrangères se sont réunis le 2 juin 1955 à Messine pour discuter de l'avenir, de ce qu'il fallait faire pour la prospérité dans l'Europe, ils ont dit il n'y aura pas d'avenir pour la communauté, ça s'appelait Communauté européenne à l'époque, il n'y aura pas d'avenir pour la communauté sans énergie abondante et bon marché. Il faut dire la même chose à l'Afrique. Il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique sans énergie abondante et bon marché et propre. À l'époque, on ne parlait pas d'environnement. Aujourd'hui, on doit parler d'environnement et il faut que l'Afrique utilise les technologies les plus propres pour continuer à prospérer. Alors, je vais revenir à votre ouvrage. Si je ne me trompe pas, dedans, vous décrivez un système bureaucratique lourd et inefficace. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret aux auditeurs de ces dysfonctionnements? Le simple fait déjà qu'il y a 30 ans qu'on dit qu'on se réunit pour toujours dire la même chose, ça commence à bien faire. J'ai écrit dans le livre, faut-il attendre la COP 99 pour admettre que ça ne marche pas? C'est aussi un peu étrange quand même qu'il n'y ait jamais eu un point d'arrêt pour analyser les résultats. On continue à courir en disant c'est urgent, on n'a pas le temps, on n'a pas de plan B, il faut se dépêcher. Et on refuse de voir qu'on a augmenté de 65% nos émissions. C'est quand même invraisemblable, non? Il serait temps d'arrêter et de dire vérifions si on est sur le bon chemin, ou plutôt si on a utilisé les bons instruments. Et donc c'est là qu'il faut admettre que ce sont des rencontres bureaucratiques avec une inflation de personnes. Hein. Chaque année, le nombre de participants augmente. Et il faut être là sur la photo. Les chefs d'État aiment aller se pavoiser à l'ouverture, et puis ils s'en vont, mais ils ont été sur la photo. Donc c'est devenu un rituel qui n'apporte absolument rien. Est-ce que vous pensez qu'on va aller jusqu'à la COP 89 ou 99? Je ne sais plus ce que vous Non, m'avez dit. j'espère que ça va s'arrêter avant. Vous avez bon espoir quand même? J'espère que ça va arrêter avant. On sent bien, cette COP 30 est un échec si flagrant qu'on sent bien que ça ne peut pas continuer. Il y aurait une autre alternative? Oui. Le bureau de la COP est situé à Bonn, en Allemagne. On pourrait tenir les réunions en Allemagne, avec quelques centaines de personnes. Il n'y a pas besoin de 70 000 personnes pour discuter de choses qui ne marchent pas. L'inconvénient, c'est que la Convention de 92 dit bien qu'il faut se réunir au moins une fois par an. Vous vous rendez compte? Au moins une fois par an. Alors, changer la Convention, ça va être difficile.
Mais il n'y a personne qui dit que les conventions doivent se faire dans des villes différentes chaque année. C'est Oui, bien sûr. c'est pas obligatoire. D'ailleurs, il y a déjà eu des COP à Bonn. On pourrait être beaucoup plus modeste et faire des COP à Bonn, réduire la voilure, réduire l'impact sur la mobilité et être plus modeste, en commençant par les journalistes. Hein. Pourquoi faut-il tant de milliers de journalistes qui aillent là-bas sur place pour rien, parce que finalement, il ne se passe rien, et c'est vraiment inutile, quoi. Oui, ça n'a pas énormément de logique. Oui. Alors, pour terminer cet entretien, qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de votre ouvrage, je le rappelle, La vérité sur les COP, 30 ans d'illusion? Et est-ce que vous auriez des solutions concrètes au quotidien que l'on pourrait adopter pour réduire cette émission de gaz à effet de serre? Je crois qu'il faut comprendre que les émissions ne sont pas un but en soi. Il n'y a personne qui a envie de produire des émissions. L'émission est la conséquence de la qualité de vie. Alors, si on veut revenir à la vie de nos arrière-grands-parents, il faut laisser la liberté de choix aux individus. Si des personnes ne veulent plus avoir de mobilité, ne plus prendre l'avion, se chauffer à 15 degrés de chez soi, ils doivent être libres. Mais de quel droit vient-on nous imposer des contrôles sur notre vie quotidienne sous prétexte qu'on va réduire les émissions de CO2, quand les Chinois font tout ce qu'ils veulent pour augmenter leur niveau de vie et les Indiens encore plus. Donc il faut accepter que la qualité de vie, même l'espérance de vie, dépend de l'utilisation de l'énergie. Alors, cela ne veut pas dire qu'on doit gaspiller de l'énergie. Bien sûr. Il faut être attentif à la façon dont on gère notre énergie. D'autant plus que l'énergie, ça coûte cher. Donc on a intérêt à consommer moins d'énergie. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il faut faire confiance à la technologie. Vous savez, une voiture d'aujourd'hui consomme infiniment moins qu'une voiture d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Même chose avec les nouvelles maisons. Une nouvelle maison est très isolée, elle consomme beaucoup moins. Tous les processus industriels consomment beaucoup moins. Donc il faut faire confiance à la technologie. La technologie nous permet d'améliorer nos consommations. Et donc c'est ce binôme conscience de ne pas gaspiller parce que ça coûte cher et nouvelles technologies qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ce qu'on a toujours fait, hein. Il n'y a rien de nouveau. Les ingénieurs ont toujours été là pour développer des processus efficaces. C'est ça l'objectif d'un ingénieur, c'est développer des choses efficaces. Et le changement climatique ne rend pas les ingénieurs idiots, ni les gens idiots. Donc on va avoir il faut avoir une vision positive du futur. Une vision très positive grâce à la volonté de l'homme d'améliorer les conditions humaines. Et si l'on devait retenir une chose de votre ouvrage, quelle serait-il? L'énergie, c'est la vie. Très bien. Samuel Furfary, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir regardé cet entretien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt.